De la racaille, des scélérats et du space opéra, aujourd'hui on a testé Star Wars Outer Rim. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le dos de la boîte. Cette semaine, nous avons testé Outer Rim, Bordure extérieure en français, un jeu d'aventure de Cory Konishka et Tony Fanchi, sorti chez Fantasy Flight Games en 2019 pour 1 à 4 personnes. Je suis accompagné comme d'habitude de Xenopath. Bonjour Max. Tu vas bien ? Ça va et toi ? C'est super, je vais super bien. Je suis très content d'avoir joué à Star Wars Bordure extérieure pour son titre en français. Avant de se plonger directement dans le dos de la boîte, quel est ton sentiment à chaud ? À chaud, je dirais que j'avais un bon pressentiment pour ce jeu. Je comprends tout à fait où tu veux en venir. C'est un jeu qui nous a fait plaisir. Ah oui, il nous a fait plaisir. On a passé un excellent moment. Un très bon moment. Et je me réjouis d'en parler avec toi. Mais on a plein de choses à dire en plus. Et ça va être génial. Avant toute chose, pour les auditeurs, les auditrices, je vais vous lire le dos de la boîte. Everything you've heard about me is true. Dans Star Wars Outer Rim, vous incarnez des chasseurs de primes, des contrebandiers et des mercenaires prêts à tout pour que leurs exploits entrent dans l'histoire galactique. Vous sillonnerez la bordure extérieure aux commandes de votre vaisseau et recruterez un équipage composé de personnages légendaires de Star Wars. Votre objectif est de devenir le hors-la-loi le plus célèbre ou le plus haï de la galaxie. Traquerez-vous les individus dont la tête a été mise à prix par les Hutt ? Commettrez-vous des larcins pour le compte des syndicats du crime ? Ou transporterez-vous illégalement des marchandises en déjouant la vigilance des patrouilles impériales ? Tout est possible à ceux qui osent parcourir les confins de l'espace connu. Rassemblez votre équipage, entrez les coordonnées de votre destination et préparez votre saut dans l'hyperespace avec Star Wars Outer Rim. Un dos de la boîte qui invite à l'aventure. Au voyage. Au voyage. Et à la gloire. Et à la gloire, évidemment. Alors, bon, en préambule, on pourrait dire que personnellement, je suis assez fan de Star Wars en général. Je crois que je te rejoins là-dessus. Donc c'est un univers qu'on connaît assez bien. C'est vrai. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent connaissent assez bien. On va pas résumer l'histoire. Non, je crois que c'est connu. Et surtout qu'en fait, nous, on a vécu notre propre histoire. Là-dedans, on réécrit quelque part l'aventure de certains personnages clés. Et comment on l'a réécrit ? On a commencé donc évidemment par ouvrir la boîte. C'est toujours le premier truc qu'on fait après avoir lu le dos de la boîte, nous. Moi, ça me paraît pas mal. Et ce qui frappe, en fait, c'est que la boîte, il n'y a pas de grand plateau. C'est un plateau très étonnant. Ouais, assez original. Ouais. Très original. C'est un arc de cercle. Un demi-cercle qui, j'imagine, représente la fameuse bordure extérieure. Et oui, c'est le titre du jeu. Exactement. Et puis, on a choisi de mettre le plateau dans sa configuration, on va dire, j'allais dire historique. C'est pas tout à fait le mot, mais on va dire classique. Mais tu peux aussi le mettre de manière aléatoire pour que les planètes soient pas toujours les mêmes côte à côte. Ouais, si tu rejoues comme ça te permet d'avoir d'autres choses. Après, c'est marqué aussi dans les règles que c'est beaucoup plus... Enfin, ça risque d'être pas mal déséquilibré sur les rencontres, les choses comme ça. Mais bon, c'est vrai. Ça change pas grand-chose. Donc on reconnaît tout de suite sur le plateau les endroits vraiment emblématiques. Il y a Tatooine, il y a Kessel, Naboo. Ouais. Il y a vraiment tous les endroits qu'on a vus dans la saga, dans les films. Exact. Et même dans l'univers étendu. Il y a assez peu de matériel pour dire que c'est un jeu FFG. Oui, il y a peu de tokens, il y a peu de pions. Il y a surtout des cartes. Des cartes, beaucoup de cartes différentes. Ouais. Beaucoup de paquets différents. Les illustrations sont d'excellente qualité. C'est plus des dessins que des photos, il me semble. C'est complètement des dessins, ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas tellement tiré directement des films, c'est vraiment des visuels dessinés. Et puis, il y a les fameux vaisseaux, les fameux fils de personnages, en fait, on pourrait dire. Ouais, on a des grandes fiches qui représentent notre vaisseau, ouais. C'est ça. Le vaisseau et puis la carte qui représente le personnage choisi. Exactement. On a des petits plateaux personnels qui nous rappellent un petit peu, on voit que c'est FFG, ceux qu'on avait testés dans Fallout. Exact. Donc un petit plateau qui est très fancy, très design, pour pas grand-chose, mais en fait c'est pour plonger dans le jeu. On a l'impression vraiment d'être dans le cockpit du vaisseau. Un peu. Ah, complètement. Ça participe totalement à l'immersion du pilote dans son vaisseau, ouais. Tout à fait. Donc c'est
Bah, c'est joli, ça donne envie tout de suite de jouer. Ouais. On sort les trucs, on prépare le matériel et on a envie vraiment de se lancer là-dedans. Et c'est vite mis en place. Oui. Donc on peut jouer assez rapidement. Un petit mot sur la mécanique du jeu, mais vraiment très rapidement, puisque de toute façon, c'est assez simple. Le mécanisme est vraiment presque simpliste. Ouais, assez surprenant d'ailleurs ce que ça permet en ayant des mécaniques aussi légères. En gros, il y a quelques actions à faire. Et après, actions dont tu vas parler, j'imagine. Et ensuite, c'est surtout des choix totalement libres, comme le dildo de la boîte. C'est un chemin à choisir, en gros, sur comment tu veux gagner tes points. Mais les actions en elles-mêmes sont assez simples, exactement. Ouais, effectivement, le dos de la boîte parle pas du tout du mécanisme, genre pas du tout, mais en fait... Mais il parle de la liberté. Il parle de la liberté, ouais, ça c'est vrai. Tout est possible à ceux qui parcourent les confins de la bordure extérieure, etc. Alors c'est tout à fait vrai, parce que les actions, c'est grosso modo, je me déplace, je peux faire du commerce, accomplir une mission, et après, je fais une rencontre, punch-loose, c'est fini. C'est fini. Voilà. Et puis on recommence un nouveau tour. D'ailleurs, le nombre de tours n'est pas limité. Le nombre de tours n'est pas du tout limité. Donc c'est pas là que ça se joue. Mais en effet, tu répètes les mêmes actions, et puis toute l'idée, c'est de savoir c'est que ça va être quoi ton plan pour gagner, quoi. Exactement. Et puis gagner, en 2 mots, il y a une piste de réputation, Ouais. et il faut être le premier à 10. C'est ça. C'est Voilà. assez simple. Donc il y a des missions qui rapportent des points, et puis c'est tout. C'est premier à 10, quoi. Missions qui rapportent des points et d'autres qui rapportent plutôt des crédits. Crédits qui devraient normalement faciliter ton gain de points par la suite. Oui, puisque après on achète du meilleur matos, des meilleurs vaisseaux, etc. Des meilleurs vaisseaux. Des meilleurs vaisseaux, on va en parler. Donc, après s'être installé, on a choisi nos personnages. Ouais. Donc l'histoire de Outer Rim, ça se passe en gros entre les événements du film Solo et les événements de Rogue One. Mhm. Ça se passe à peu près, grosso modo, entre les deux. J'ai choisi Jyn Erso de Rogue One, parce que j'adore Oh. Rogue One. Ouais, je comprends. Et toi? Moi, j'ai choisi bien évidemment Lando Calrissian Un personnage emblématique. parce qu'il est cool. Ah oui. Et puis il a des capes de toute première qualité. Je pense que personne ne porte une cape mieux que Lando Calrissian. D'ailleurs, personne d'autre ne peut porter une cape, je pense. Ah, peut-être Dark Vador, peut-être. Ah oui, quand même. Ouais. Peut-être, ouais, Ah, peut-être. qui n'apparaît pas du tout dans le jeu d'ailleurs. Non, mais d'ailleurs, le détail dont on peut déjà parler maintenant, c'est que c'est pas du tout un jeu Star Wars qui parle de la Force. C'est un jeu Star Wars sans Jedi, sans magie, sans le côté mystique de l'univers Star Wars. C'est que le côté un peu pragmatique, matérialiste de l'univers Star Wars. Ça, c'est intéressant aussi. Ça, c'est très intéressant, effectivement, alors on va rencontrer quand même des personnages de l'univers. On peut rencontrer des Jedi, je crois, ou en tout cas des personnages qui sont sensibles à la Force. Oui, il y en a un ou deux, mais c'est vrai que c'est vraiment pas... ça leur donne aucun pouvoir en plus, en fait. Mais voilà, ça ne change rien parce qu'on parle pas de ça. Il n'y a pas de sabre laser, il n'y a pas... Voilà, tout cet aspect-là, il est mis de côté. Complètement. Ouais. Et c'est pas plus mal, ça change vraiment. Ouais, vraiment. Puis ça montre aussi que l'univers en lui-même est assez large et qui permet justement de se focaliser là-dessus. Au début de la partie, moi j'ai commencé sur Tatooine, une planète désertique merveilleuse que chacun connaît, et ma mission de base consistait simplement à me rendre sur Takodana pour escorter un baron du crime, parce que Jyn Erso, pourquoi pas, elle fait ça. Garde du corps. Ouais, voilà, petit garde du corps, c'est dans sa jeunesse. Ouais, c'est vrai que c'est dans sa jeunesse. Et puis on dit dans le film qu'elle a un peu un passé un peu trouble. Un peu trouble, ouais, tout à fait. C'est une vraie rebelle. C'est ça. Et elle se rebelle de cette façon-là. Ouais. Et voilà, donc ça, c'était un peu ma mission de départ que j'ai commencé à faire au début de la partie. Alors, moi, j'avais pris le vaisseau. On a 2 choix de vaisseau, en gros, au début. Un plutôt rapide, mais pas lourdement armé. Et puis un plutôt lent, mais lourdement armé. Moi, j'avais choisi celui-là. Ce qui a été d'ailleurs un choix compliqué, avec des conséquences lourdes. Avec des conséquences plutôt lourdes, mais il y a des moments où j'étais quand même content d'avoir le veau. Hein. Ah, c'est vrai. Moi, j'ai choisi le vaisseau rapide, évidemment, en prenant Lando, parce que très vite, je me suis rendu compte qu'avec Lando, j'allais plutôt essayer, on va dire, d'être le mec sympa de la galaxie. Donc de vendre des trucs, plutôt que de tuer des gens. Ouais, de faire de la contrebande, donc. Ah, évidemment, j'ai pas fait que de la contrebande. Ma première mission, par exemple, ça a été d'amener de la nourriture au Hutt, à Jabba. C'est ça. D'ailleurs, j'ai fait le gag sur le fait que tu as livré des pizzas au Hutt, ce qui m'a beaucoup fait rire. Mais c'est juste une livraison de bouffe que tu as fait.
Ah, complètement. Mais c'était pour se lancer, pour se faire bien voir. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'ensuite les Hoth m'ont bien aimé. Et ils m'ont donné d'autres missions par la suite. Des missions beaucoup plus prestigieuses. C'est vrai que la première était un peu simple. Oui, alors, et c'est là où on peut parler d'un des mécanismes du jeu qui est justement la réputation auprès des différentes factions. Il y a 4 factions dans le jeu, l'Empire, les rebelles, les syndicats du crime et les Hoth. Ouais. Et on a une petite piste sur notre cockpit là, pour savoir avec qui on est plutôt amis, avec qui on est plutôt ennemi ou avec qui on est neutre en gros. Moi de base, il se trouve que Jyn Erso a des petits comptes à rendre à l'Empire a priori. Ouais, il t'aimait pas trop. Non, pas du tout même. Alors que Lando, par exemple, en fait, chaque personnage a des capacités, ça on l'a pas dit, mais on l'imaginait bien. La capacité de Lando, c'est qu'au début du jeu, il peut décider laquelle de ces 4 factions l'aime bien. Mhm. J'ai décidé de choisir l'Empire, parce que c'est normal, il contrôle la galaxie, on va pas... Tiens, ça sert à rien de s'opposer à ça. Ouais, on va dire que Lando Calrissian est plutôt un opportuniste là dans ta version. Quelqu'un de très pragmatique qui sait que c'est ceux qui donnent le plus de passe-droit, donc j'ai trouvé assez bien d'avoir l'Empire dans sa poche. Ouais. Donc l'Empire m'aimait bien et toi il te détestait. Ouais, en plus ça faisait une petite... c'est ça- l'équilibre. ouais. C'est l'équilibre. C'est ça, exactement. J'ai recruté, moi, une hackeuse dans mon équipage. Donc, on peut recruter, comme dit au dos de la boîte, on peut recruter du monde. Alors, on peut pas recruter beaucoup de monde. On a des places limitées dans le vaisseau. Donc, il faut un peu choisir. Bon, c'est des choix qui se font en fonction des rencontres qu'on va faire, justement. Oui, alors c'est ça qu'on peut dire aussi, c'est que sur chaque planète, tu peux rencontrer différents personnages. Tu parlais de rencontres au début. Mhm. On peut rencontrer des événements aléatoires sur la planète, ou alors essayer de trouver des personnages spécifiques à des endroits, sachant qu'il faut un peu les chercher. On sait qu'il y a des gens, mais on ne sait pas encore qui c'est, on doit un peu les rencontrer comme ça. Et certains de ces gens sont soit des ennemis, soit des éventuels alliés, équipages. Puis au début, tu peux en avoir qu'un, je crois. Ouais, c'est ça. Dans le vaisseau, il n'y a qu'une seule place. Moi, j'avais une petite hackeuse. Je me suis dit que ça pourrait être utile pour escorter mon baron du crime. Ouais, pour te protéger un peu de toutes les menaces électroniques. Exactement. On pense jamais à ça dans La Star guerre Wars. électronique. La guerre électronique. C'est la guerre du futur. Non, c'est vrai. Moi, j'ai recruté un capitaine pirate au début du jeu. Je l'ai recruté avant tout, en fait, pour son nom. Parce que c'est drôle parce que le dos de la boîte parle de personnages légendaires de l'univers de Star Wars. Lui s'appelle Hondo... j'ai même plus son nom de famille. Hondo Kanata, je crois. Hondo Kanata. La seule raison qui fait que je l'ai recruté, à part le fait qu'il avait un pouvoir intéressant, c'est le fait que ça faisait Hondo et Lando dans un vaisseau. Et je trouvais que ça faisait un bon début de blague. Après, il faut trouver la fin. Alors, faut trouver la fin, ouais. Ouais. Mais la fin, c'est peut-être qu'en gros, il est resté avec moi jusqu'au bout quand même. Hondo et Lando sont dans un vaisseau, j'adore. Il faut juste trouver la fin. Aucun des deux n'est tombé à l'eau. Donc... Merci de commenter sur iTunes pour nous donner la fin de cette blague. Je me réjouis. Ouais, moi aussi. Alors, le fait que je sois en froid avec l'Empire, justement, ça m'a valu quelques petites péripéties par la suite. Je faisais une escale tranquille à Rylot, planète, somme toute, pas très accueillante pour les vacances, mais je veux dire, voilà, je rechargeais mon vaisseau, tout ça. Il y a plein de Twi'lek. Il y a plein de Twi'lek, c'est sympa, hein. Moi j'aime bien les Twi'lek. Ouais. Et malheureusement, une patrouille impériale qui passait par là s'est dit « Hey, mais c'est toi qu'on n'aime pas !» Tu oublies de dire que juste avant, tu avais saboté une planète impériale. Alors, effectivement. Peut-être c'est pour ça. Mais bon, je l'avais saboté un petit peu. Ouais, un petit peu. Un chouïa. Ouais, c'est ce que tu as essayé de défendre auprès de la patrouille, je crois. Exactement. Donc, avec tout le courage qui me caractérise, évidemment, j'ai fui ce combat, après avoir pris quelques petites éraflures sur la carrosserie, quand même. Ouais, ils ont bien failli t'avoir. Oui, ils ont failli, mais bon, voilà, j'avais le gros vaisseau qui résistait plus. C'est vrai. Là, ça a été utile. Peut-être là, c'était un bon choix. Ouais, c'était un bon choix. Moi, justement, je disais, les Jabba, ils m'aimaient bien dès le début. Donc après, il y a eu des missions données par Jabba. Il m'a demandé de voler une cargaison pour lui. Classique. Quelque chose d'assez simple. J'ai bien évidemment accepté, ce qui fait que très vite, j'ai été aimé par les Hoth aussi. Ensuite, il y a eu un autre cambriolage un peu à faire pour les syndicats du crime, ce qui fait qu'eux aussi m'ont bien aimé. Et puis, il n'y avait plus que la rébellion qui avait quelques doutes par rapport à ma loyauté. Oui, je peux comprendre. Alors, du coup, à un moment donné, je me suis arrêté sur une planète rebelle, puis je les ai payés pour qu'ils m'aiment bien. C'est le pouvoir qu'a le personnage de Lando, justement, c'est de pouvoir payer pour être apprécié. Ce qui fait que j'étais vraiment en bonne relation avec tout le monde. C'est vrai. Étrangement, en fait. Non, étrangement pas du tout, tu sais. Je rapporte de l'argent à tout le monde, c'est win-win. Oui, après, on pourrait s'attendre quand même à ce que si tu es pote avec l'Empire, les rebelles t'aiment pas du tout. Donc... Ah, mais non, mais dans les conversations, on sépare un peu les sujets. Ah, d'accord, ouais, ok. Ouais. On peut pas parler de tout. On peut parler de tout, mais pas avec n'importe qui. Je me souviens que, d'ailleurs, pour gagner cet argent, il y a plein de manières de faire. Il y a plein de petits jobs à droite à gauche. Oui.
des petites missions, des petites livraisons, etc. Toi, tu as rencontré un pirate, ou je sais plus, dans l'espèce de ceinture d'astéroïdes là. En fait, tu fais des rencontres, quel que soit l'endroit où tu te trouves sur le plateau. Mhm. La plupart du temps, les rencontres les plus intéressantes sont bien évidemment sur les planètes. Mais les planètes sont séparées par un certain nombre de cases. Et quand tu n'arrives pas à atteindre une planète, tu fais une rencontre dans l'espace. Et la rencontre que j'ai faite dans l'espace, c'était un pilote qui a décidé de me défier à une course au milieu d'un champ d'astéroïdes. Une excellente idée. Mais est-ce que Lando est vraiment un si bon pilote que ça ? Alors, tu sais que les personnages ont des compétences de départ. Oui. Une de mes compétences de départ, c'est pilotage. Oh. Je crois pas que tu l'avais. Toi, Non, par exemple. non, nous on avait qu'est-ce que j'avais ? Moi, j'avais genre influence, chose comme ça. Je sais pas si c'était influence ou furtivité. Ou je sais Ah plus. oui, non, j'avais furtivité. Furtivité, Ouais. voilà. Donc moi, j'avais pilotage, j'avais influence aussi, donc plutôt le côté diplomatie, négociation. Et puis, j'avais encore une autre qui m'a moins servi, je crois. Mais quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que j'ai bien évidemment gagné cette course. Et ce qu'il faut quand même dire en faveur de ce pilote, c'est qu'il a été très fair-play et qu'il m'a donné l'argent qu'il m'avait promis si je le battais. Donc j'ai gagné, je crois, 3000 crédits, comme ça, pour une course à travers un champ d'astéroïdes. Je trouvais que c'était assez classe. Alors qu'il aurait pu se barrer, ouais. Il aurait pu, moi je l'aurais sûrement rattrapé, tu vois. Ouais, il a peut-être compris à qui il avait affaire. Mais je pense que c'est ça. Après ma mission sur Takodana, là, donc j'ai escorté le baron du crime, ça s'est très bien passé, il m'a payé, bon, voilà. Ça a été un peu galère, on s'est fait un peu attaquer, mais dans l'ensemble, j'ai plutôt bien géré. Ouais, je crois. Et après, je suis allé détourner un vaisseau cargo. Donc c'est une mission d'infiltration, très... Ta spécialité. Ma spécialité, justement, donc il fallait s'infiltrer, il y avait tout un... Ça c'est un des trucs intéressants d'ailleurs du jeu, c'est qu'il y a des missions où en fait on va donc piocher une carte. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on faisait lire la carte par l'autre joueur, donc il y a un aspect où en fait tu sais pas exactement ce qui va t'arriver, tu vois pas tout de suite les conséquences, et en fonction des réussites sur les jets de compétences, etc., ça t'emmène à différents endroits de la carte. Et ça s'est terminé en autre chose, puisque j'ai fait exploser le dock spatial pour pouvoir m'enfuir avec le vaisseau cargo. Alors j'ai réussi, hein, tout va bien. Extrêmement discret. Mais la discrétion, c'était finalement un peu raté. Je pense que j'aurais pas fait mieux. Alors peut-être que tu aurais payé les gens pour passer, je ne sais pas. Non, t'es pas complètement libre non plus. Il y a plusieurs choix sur chaque mission. T'as des options de compétences un peu comme ça, mais je peux pas vraiment décider. L'argent ne résout pas tout. Ah ouais. Non. C'est important à dire ça. C'est important à dire, c'est Ouais. pareil dans la vie, je crois. Oui. Mais non, moi j'ai continué à livrer des cargaisons, alors la plupart du temps illégales. C'est pas bien ça. C'est mal. Tu vois, j'ai livré des armes volées, Des morceaux de droïdes à des moments. des morceaux de droïdes interdits, exactement. Enfin voilà, un peu à tout le monde. Moi, je n'étais pas très regardant avec ça. En fait, par contre, ce qu'il faut dire, c'est que le crime paye. Ça rapportait beaucoup d'argent. Mais il y a un risque, quand tu fais des cargaisons illégales, tu peux te faire attraper. Un des pouvoirs de Lando, c'est de plutôt éviter ça. Il peut relancer les dés quand il fait n'importe quelle opération, en fait. Et c'est vrai que je me suis jamais fait avoir, je crois. Non, tu t'es jamais fait. Ouais. Puis très vite, d'ailleurs, dans le jeu, on peut trouver aussi du matériel. Et moi, j'ai trouvé un composant qui s'appelle la soute de contrebande, qui permet justement de passer encore plus facilement les contrôles de douane. Et à partir de ce moment-là, je sais qu'en général, quand tu joues le contrebandier et que tu chopes la soute de contrebande, les choses se passent bien. Ouais. Bon, après, les contrôles de douane dans Star Wars, il y a toujours 2-3 Stormtroopers un peu zélés comme ça. Ah, qui tu vois. demandent les papiers de véhicule. Et puis, moi, je tiens quand même à dire, je n'ai pas fait un seul combat de toute la partie. C'est vrai. Donc, je n'avais pas envie de rencontrer des Stormtroopers zélés. Tu vois. Ouais. Ce qui n'a pas été mon cas, parce que, donc, contrairement à toi, j'ai plutôt emprunté la voie de la chasseuse de primes, finalement. Moi, j'ai pris quelques contrats contre un droïde qui s'appelle Forlom. Du coup, j'ai changé d'équipage. J'ai laissé partir la hackeuse, parce que je me suis dit que pour capturer des gens... Ouais, une hackeuse, c'est peut-être pas... C'était peut-être pas... Et j'ai donc recruté un Wookiee. Non. Mais oui, un Wookiee trop cool qui s'appelle Black Kirsten. Alors, sur le dessin, on dirait un berserker de cornes, quoi. Il a l'air assez dangereux. Il a l'air assez dangereux. D'ailleurs, en fait, je crois que quand tu le rencontres, si t'es pas en bonne relation avec les rebelles, il t'attaque et puis il est très très fort. Il avait l'air assez fort. J'ai cru d'ailleurs qu'il allait t'attaquer. Oui, j'ai cru aussi. Et puis je crois que ça sera mal passé. Mais heureusement, je l'ai convaincu que tout allait bien et qu'il pouvait m'aider à ramener des têtes. Oui, parce que lui, je crois qu'il aimait bien chasser des têtes aussi. Lui. Exactement. Ouais. Et c'est là où j'ai pris le contrat pour un personnage très emblématique de l'univers Star Wars. J'ai trouvé le contrat pour
capturer Chewbacca. Mais non, Mais oui, tu peux pas faire ça. mais je peux faire ça. D'ailleurs, au début, je me dis, mais attends, ça dérange pas, Kirsten, parce que c'est peut-être un mec de ta famille, je sais pas, Un cousin. un cousin. Après, bon, je comprends pas bien le Wookiee. Ouais. Du coup, peut-être qu'il a dit bof, je sais pas. Ouais, on sait pas, on saura jamais. On saura jamais. Le fait est qu'il t'a pas quitté pour ça, il était d'accord. Non, exactement, il était Ouais. d'accord de me suivre quand même. Donc c'est ça qui est à noter. Ouais. Moi, pendant ce temps, j'essayais de me faire bien voir de la rébellion qui m'aimait pas. Enfin, qui m'aimait pas, qui me détestait, enfin, qui m'aimait pas autant que les autres, quoi. Et puis, ils m'ont demandé à un moment donné de convoyer des réfugiés rebelles qui voulaient se cacher de l'Empire. Moralement, j'avais très envie de faire ça. Je sens Non, la chute de l'histoire. Non, ils avaient tout mon soutien. Ils avaient tout mon soutien. Malheureusement, l'endroit où je devais les amener, c'était un peu loin. Donc, voilà, j'ai préféré les aiguiller vers un de mes collègues. Mhm, mhm. Évidemment, ça n'a pas amélioré nos relations, mais voilà. Non, mais je comprends. Il n'y avait pas assez de thunes à se faire ou. Non, c'était vraiment un problème. C'était un problème purement. Voilà, le monde ne voulait pas que j'amène ces réfugiés. Ok, le monde ne voulait pas. Eh ben, dis donc, ça. Ok, pourquoi pas, écoute. Qu'est-ce qui nous est arrivé après? Moi, j'ai pris des notes et tout. Moi, j'ai eu quelques petits problèmes de vaisseau. J'ai rencontré Grido, mais bon, il était un peu cher. Puis le Wookiee était quand même plus fort. En plus, Grido, il s'est pas visé. Donc, Ouais, je suis pas sûr que ça aurait été un bon choix. c'était peut-être pas le meilleur des atouts. Mais moi, j'aime bien l'anecdote quand même de dire que Grido était trop cher pour toi. Et Ça montre un peu le niveau où t'en étais. Alors, c'est clair que pendant toute la partie, j'étais vraiment très, très pauvre. Ouais. Très, très pauvre. Ouais, j'ai essayé de pas trop me moquer, mais Mm. c'est vrai que c'était pas le grand luxe, quoi. C'était Bah, pas le grand luxe. c'est vrai que c'est là où on commence à voir peut-être les petits soucis du choix du gameplay, parce que toi, tu faisais tes petites livraisons, tout allait bien, et Ouais. tu récoltais plein de sous. Tu as pu acheter un nouveau vaisseau tout neuf. Enfin, tout neuf. Alors, il était pas tout neuf, mais c'était pas n'importe quel vaisseau. Et oui. Moi, le premier vaisseau que j'ai pu acheter au marché, c'était bien évidemment mon Faucon Millennium. Hein, j'insiste, c'était le mien, je le récupérais et j'ai pu le racheter à plein prix. Et non, il était magnifique. Alors, magnifique, ça c'est le mot. Alors, on se demande du coup comment Han Solo a pu le perdre, du coup. Ouais, il a sûrement encore perdu au jeu, c'est rigolo. Ouais, probablement. Ouais. Ouais, je pense que c'est vraiment... Non, mais en tout cas, j'ai récupéré le Faucon, ça c'était un grand moment. Parce que le Faucon dans le jeu est un vaisseau évidemment plutôt bien. J'ai pu du coup recruter des nouvelles personnes. Il y avait plus de place d'équipage, donc j'avais toujours Ando. Ando et Lando, c'était toujours les... Dans le Millennium Falcon, c'est toi? Ouais, tout à fait. Ouais. Et ensuite, on a recruté un droïde qui s'appelait Willy, qui était en danger, donc on l'a sauvé. Et puis, à partir de là, on a continué nos missions ensemble. Et là, évidemment, le vaisseau étant plus grand, on a pu prendre plus de cargaison, plus de matériel pour continuer à se faire de plus en plus de pognon. De pognon. Et puis donc de points de réputation. La course était vraiment... Alors pas si serré que ça, tu partais vraiment vers l'avant en termes de points de victoire. Ouais, le pognon ne te fait pas gagner directement, mais par contre, te permet d'acheter plein de matériel meilleur, et notamment les matériels de luxe. Par exemple, il y avait une magnifique cape qui était disponible sur le marché. Oui, mais grâce à mes contacts, j'ai fait en sorte que tu ne puisses pas l'acheter. Voilà, ce qui est très dommage, parce que c'était vraiment ma cape. Oui. Elle m'aurait donné des bonus incroyables. Du coup, j'ai pas pu acheter la cape, mais j'ai pu acheter d'autres choses qui ont continué à me faire gagner de la gloire, et c'est vrai qu'il y avait un côté un peu plus tu gagnes, plus tu gagnes. Oui. L'argent te permet vraiment d'accéder de plus en plus rapidement vers la victoire, en fait. Et c'est vrai que toi, en étant plus ric-rac, on va dire... Ouais, c'était plus lent. C'était un peu plus lent. Voilà, exactement. Bon, après, je me suis concentré pas mal vraiment sur la chasse des têtes. Et puis, souvent, en fait, l'idée, c'est qu'il faut aller les trouver. Il faut savoir où ils sont, sur quelle planète ils se trouvent. Ouais. Donc, tous les pions sont cachés. Tous les pions sont cachés. Ça prend un moment, en fait, pour... tu peux avoir de la chance et puis tomber direct dessus. Mais si c'est pas le cas, comme dans notre partie, en fait, tu passes un moment quand même à scanner les planètes, à essayer de savoir où ils sont, etc. Et puis, les déplacements sont pas si rapides que ça. C'est-à-dire que oui, Ouais. on a des vaisseaux, moi, le Faucon Millennium était plutôt rapide, mais le plateau est quand même très large. Puis c'est vraiment une ligne gauche-droite, comme ça. Ce qui fait que si tu dois aller d'un bout du plateau à l'autre, ça prend quand même plusieurs tours. Et plusieurs tours, en fait, c'est très long. Donc ça te fait vraiment... Tu vois, l'histoire des réfugiés rebelles, on en rigole, mais c'était vraiment trop long, en fait. C'était, puis malheureusement pour la rébellion, pas très rentable. Oui, vu le nombre de tours que tu aurais passé à faire ça. C'est ça. Durant ma recherche, je suis quand même tombé sur un chasseur de primes très célèbre. Ah ouais? Qui s'appelle Dengar. Oh. Et je l'ai buté, cette espèce de, ouais, alors, de chasseur de primes. je crois me souvenir que c'était pas si simple que ça. Alors, c'était pas si simple, et heureusement que j'avais une sorte de compétence qu'on avait oubliée. Qui t'a permis de vaincre à la fin. Ouais. Effectivement, c'était un combat où je pensais que j'avais perdu. Par contre, un peu plus tard,
pour terminer sur mes péripéties, je me suis fait totalement assommer par K2SO. Oh, le fameux droïde. Et le fameux droïde qui est justement dans Rogue One. Et j'étais persuadé qu'il était gentil, ce gars. Non, mais alors, faut savoir que dans le film, déjà, il aime pas du tout Jyn Erso. Ouais, c'est vrai. C'est qu'à la fin où il dit « Ok, Jyn Erso, vous êtes quelqu'un de bien ». Donc je pense que là, il a pas encore eu le temps de te connaître, tu vois. En effet. Il s'est laissé avoir par la première impression. Ouais, mais la première impression, si tu veux, elle était douloureuse pour moi. Ouais, je me souviens de ça. Ce qui m'a fait perdre un peu de temps. Ouais. Mais avant que tu racontes ta fin de partie, Mhm. je veux juste quand même dire que le dernier tour, moi, j'ai quand même fait une action d'éclat, Ouais. puisque j'ai trouvé Chewbacca. Et la question s'est posée, est-ce que je le capture, donc, parce que j'ai gagné le combat, que Ouais. je le capture, mais je devais le ramener à l'autre bout du plateau, Chez les Hutt, je crois. Ouais. chez les Hutt, c'était vraiment trop loin, ou est-ce que je l'exécute, et c'est le choix que j'ai fait. J'ai beaucoup pleuré à ce moment-là. Oui, je comprends. C'était moi qui avait vraiment un cœur pour la rébellion. J'ai pas compris ce choix. Tu vois, Ce choix a été motivé complètement par l'argent, puisqu'il s'agissait d'encaisser tout de suite le pognon, en fait. Je crois que sa tête rapportait beaucoup. Ouais, sa tête rapportait beaucoup. Mais alors, elle aurait rapporté encore plus si je l'avais gardée en vie, mais c'était beaucoup plus long. Et en fait, j'avais bien senti que la partie arrivait à son terme. Ouais, la partie est arrivée à son terme parce qu'il faut savoir que le crime payant très bien, le commerce illégal m'a rapporté énormément et m'a permis à un moment donné d'acquérir un magnifique rancor qui n'était pas malade parce qu'un rancor malade, ça sert à rien. Ça sert à rien, ouais. Et j'ai évidemment décidé de ramener ce rancor en cadeau à Jabba le Hutt. Et c'est ce mouvement qui m'a apporté la gloire et la victoire. Belle victoire, en tout cas. Belle victoire, mais j'ai envie de dire belle action d'éclat, même si moralement je conteste. Pour Chewbacca. Pour Chewbacca qui reste dans mon cœur. Oui. Ça reste une action d'éclat que je pense dont j'aurais été incapable, par exemple. J'imagine bien. J'imagine bien. This is the way. En termes d'analyse du jeu, en tout cas, ce qu'on peut dire déjà, premièrement, c'est qu'on a passé un excellent moment. Ça nous a raconté des histoires. Genre, on a des histoires plein la tête à raconter. Vraiment. Ouais, tout à fait. C'était, en fait, chaque action raconte une histoire. C'est ça qui est extraordinaire avec ce jeu. On l'a un peu décrit en rajoutant, mais en en rajoutant en fait à peine. À peine. Et puis on fait vraiment un résumé des événements. Ouais, on fait un résumé des événements. Et puis ça c'est vrai que c'est assez fascinant. De fait, les actions sont très simples, mais elles amènent directement à énormément de narration. Ça, c'est vraiment un truc super à propos du jeu, c'est-à-dire que les mécanismes très simplistes dont on parlait au début, Ouais. en fait, là, je m'aperçois qu'on n'en a pas tellement parlé, mais parce que c'est pas ça qui est intéressant dans ce jeu. Non, c'est vraiment les choix que tu fais. Est-ce que je me repose maintenant? Est-ce que je prends le risque d'aller voir sur cette planète? Est-ce que je prends le risque de rencontrer des personnages sans savoir si c'est ma cible? Est-ce que si je perds ma réputation maintenant, du coup, ça veut dire que les patrouilles de cette réputation, quand je les rencontre, vont vouloir me tirer dessus comme c'est arrivé avec les impériaux? Donc, tu as des choix à faire qui ont des conséquences pas toujours visibles, un peu à long terme comme ça. Le jeu a quand même duré, je crois, 2h30. On a joué 2 heures, 2h30 environ. 2 heures, 2h30, donc tu vois, c'est quand même un long moment à deux. Oui. Mais il n'y a aucun moment où ça s'est arrêté. Les tours sont assez courts. Mais en tout cas, ça s'est jamais arrêté de nous raconter quelque chose. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on vit ensemble l'histoire. C'est-à-dire que ton histoire que tu as racontée, comme je lis tes cartes, comme je vois tes événements, comme je participe en tant que spectateur un peu à ça. Typiquement, je crois qu'on n'a rien fait jamais l'un contre l'autre directement. Non, alors qu'il y a des possibilités dans le Voilà. jeu. Tu peux très bien t'attaquer à un autre joueur pour lui prendre un membre d'équipage si par exemple sa tête est mise à prix. Tu m'as fait disparaître la cape du marché qui, Oui. qui était une action, je trouve, particulièrement cruelle parce que j'aurais été vraiment classe avec cette cape. Donc là, il y a de l'interaction, mais en termes de jeu, c'est vrai que on s'est plutôt regardé faire. Est-ce que tu as des informations, parce que je sais que tu cherches à chaque fois des infos maintenant sur les personnes qui écrivent les jeux, enfin qui créent les jeux. Oui, alors je me suis renseigné. Évidemment. Et oui, donc on a dit l'auteur, c'est Cory Konieczka, qui est un auteur très réputé maintenant. Il fait des jeux depuis 2005, je crois, enfin officiellement, parce qu'il en faisait déjà apparemment avant. Je me suis rendu compte en me renseignant que, évidemment, je connaissais le nom, mais de nom, un peu, j'ai jamais vu le personnage, je le connais pas. En fait, son nom apparaît dans la plupart des jeux que j'aime bien. Donc, même dans vraiment beaucoup de jeux qu'on aime bien. Même, je crois. Ouais, la plupart des jeux qu'on joue habituellement. Voilà, exactement. Donc, je vais donner quelques exemples, et puis les noms vont tout de suite
Donc il a commencé par bosser sur le premier jeu de World of Warcraft qui était fait par FFG. Ensuite, il a commencé à travailler sur Battlestar Galactica. Oh, excellent jeu. Excellent jeu. Il a travaillé sur StarCraft, Ouais. sur Rune Wars, sur Mansions of Madness, sur la 2e édition de Descent, sur Eldritch Horror aussi, qu'on connaît bien. Ouais, qu'on adore. Sur un de mes jeux Star Wars préférés, Rebellion, qui est pour moi même presque le meilleur, je pense. Franchement, et bon, petite parenthèse, mais un jour on le fera, celui-là, promis. Promis, parce qu'on est obligé. On est obligé. Celui-ci, il est vraiment incroyable. Et puis même aussi sur Imperial Assault, qui est un autre jeu Star Wars très très bon, inspiré de Descent. Donc son nom apparaît sur tous ces jeux-là. Donc évidemment, je me suis dit, mais en fait, je le savais pas, mais je suis un énorme fan de ce mec. Ouais. Je suis vraiment. Mais ces jeux sont vraiment très bons. Ces jeux sont vraiment très bons. Et puis je pense qu'il a une approche par rapport au jeu qui est justement aussi ce que moi je recherche, c'est-à-dire par rapport aux histoires que ça raconte. J'ai vu une interview de lui, par exemple, dans laquelle il dit que pour lui, c'est beaucoup plus important que les jeux se réfèrent à des personnes et à leurs histoires. Il est prêt même, dans la création d'un jeu, à sacrifier certaines mécaniques si elles ne nourrissent pas les personnages et leur histoire. Et moi, j'aime bien cette vision-là du jeu. Donc, évidemment, on se retrouve là-dessus et ça se sent dans les jeux qu'il fait. Ce qui est très intéressant parce que notre épisode précédent parlait d'un jeu qui était carrément l'inverse de ça. Complètement. Alors, peut-être que le contraste est aussi intéressant pour les auditeurs, mais c'est vrai que nous, en tout cas, ça nous a frappé. C'est cette différence dans le jeu ressenti et dans l'analyse qu'on en fait. Notamment, par exemple, à un moment donné, dans ce que j'ai lu, cet auteur parle de Outer Rim, donc de ce jeu-là. Il explique que le patron des FFG lui avait demandé de bosser sur un remake d'un jeu vidéo de 1993 qui s'appelle Wing Commander Privateer. Je crois, ça de nom, ça me dit quelque chose. Alors, je pense qu'il faut regarder les images de ce jeu parce que c'est... Mais, alors évidemment, aujourd'hui, ça nous fait sourire, mais c'est un jeu qui apparemment, moi, j'y ai pas joué à l'époque, mais il a beaucoup marqué les gens qui y ont joué. Ça a été vraiment une espèce de révolution. Et c'était un jeu où tu jouais une espèce de commerçant spatial qui pouvait aussi se transformer en pirate de l'espace, en gros, pour résumer. Et le patron d'FFG lui a dit je veux un jeu de plateau de ça. Et lui, il s'est dit ok, je vais pas faire un jeu, c'est drôle là, pour la comparaison avec la semaine passée, je vais pas faire un jeu dans lequel il faut déplacer des cubes de couleurs d'un point A à un point B. Il voulait pas ça. Ce que je peux comprendre. Oui, et puis c'est réussi là pour le coup. Pour le coup, c'est réussi. Mais il voulait quelque chose lié à des personnages, donc ils ont décidé de faire ça dans la licence Star Wars. Et il s'est dit, il n'y a pas de jeu avec les méchants de Star Wars, ou les pseudo-méchants de Star Wars. Ils ne sont pas tous méchants. Ils ne sont pas tous méchants, mais tu vois un peu cette possibilité d'être méchant. Et du coup, il a décidé de se focaliser là-dessus. Et donc, c'était aussi un rêve pour lui de faire un jeu lié à Star Wars. Et donc, c'était vraiment l'idée de faire vivre ces personnages un peu secondaires de l'univers de Star Wars à travers leur vie, on va dire, aventureuse, comme ça. Et je pense que l'exercice est plutôt réussi par rapport à l'intention et par rapport à ce que nous, on a raconté avant. Il me semble qu'on est pas mal. Ah ouais, on est bien. Mais il est très inspiré. Alors lui, il dit qu'en gros, il n'y est pour rien. Il s'est surtout fait bien entourer. Alors, peut-être cette modestie participe encore plus au fait de l'apprécier. Mais oui, je pense qu'il est très inspiré. Ouais, tout à fait. Concernant le jeu lui-même, pour faire une sorte de petit bilan, les points négatifs, il y a quand même des points négatifs parce que c'est pas non plus parfait. Je dirais pour ma part qu'il y a quand même pas mal d'aléatoires dans le jeu, dans les rencontres, dans les tirages de dés, etc. À cause de ça, ça crée un problème d'équilibrage entre les différents moyens de gagner. On a déjà commencé à parler de ça un petit peu, sur le fait qu'on a choisi 2 chemins très différents. Le bon et le mauvais. Ouais, je crois pas qu'il y ait de bon ou de mauvais chemin, tu sais, mais... c'est avant tout des rencontres. C'est des rencontres, et en fait, il se trouve que, justement, le fait de faire de la livraison, de faire du DHL, en fait, comme tu as fait, c'est un moyen quand même assez simple de gagner de l'argent, de gagner des points petit à petit, facilement, et comme tu disais, cet effet, plus je gagne, ouais. Qui est quand même pas mal fort, alors que de mon côté, aller fighter des Wookiees, aller fighter des droïdes, etc., ça a une énorme part d'aléatoire. Faut les trouver déjà. Faut les trouver, c'est plus long, ça demande plus de ressources, et en fait, ça rapporte à peu près la même chose, sauf que j'ai passé 2 fois plus de temps. Exactement, donc il y a ce déséquilibre-là qui est malheureusement, en parlant purement en termes de jeu, pas en termes de narration, mais en parlant purement en termes de jeu, ça c'est un problème, t'as raison. Parce que on a l'impression quand même que c'est une erreur que de ne pas faire du commerce. Je sais que toi tu l'as fait pour pas qu'on fasse la même chose. Enfin, j'imagine qu'il y a... Alors aussi, j'ai moins de parties à mon actif que toi. Peut-être que ça joue, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un peu le chemin facile, le commerce, peut-être un peu trop en termes d'équilibrage. Je sais que l'auteur parle du fait qu'il aime bien les jeux asymétriques.
le fait qu'on n'ait pas tous les mêmes conditions. Là, le problème, c'est qu'il y a certains enchaînements qui sont vraiment en faveur de celui qui prend le moins de risques. Toi, n'importe lequel de tes combats aurait pu te mettre hors combat. Alors, tu peux pas être éliminé dans le jeu, mais en gros, tu perds du temps. Puis comme on l'a dit, les points, c'est une course. Perdre du temps, en gros, c'est... tu perds, quoi. Pour résumer ça, je dirais que plus facile est le chemin du côté obscur. Plus facile est le chemin du côté du commerce. Alors, c'est marrant que tu appelles ça commerce, mais c'est quand même de la contrebande. C'est quand même pas super légal. Genre, les cartes, il y a quand même marqué illégal dessus. Hein. C'est vrai, mais j'ai envie de dire que la loi, c'est surtout une question de point de vue. C'est pas faux. Un autre petit problème que j'ai pu noter, alors c'est pas grand-chose, c'est le fait que les personnages emblématiques, les vaisseaux, les objets, etc., enfin, tout ce qui vient de l'univers de Star Wars, mais qui est au premier plan, donc quand tu es Lando, quand tu es Han Solo, quand tu as le Millennium Falcon, donc vraiment les vaisseaux et les personnages les plus emblématiques sont quand même globalement un peu plus forts que ceux qui sont moins connus. Tout à fait. D'ailleurs, Greedo est nul, alors Oui. que si tu embauches, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais si tu tombes sur R2D2, pardon, c'est beaucoup mieux. Et puis il y a aussi le fait, je rajouterais à ça, que si par exemple tu rencontres, par exemple tu joues Han Solo, et tu rencontres Chewbacca, par Chewbacca, exemple. à ce moment-là, même il te suit automatiquement, tu n'as même pas de jet à faire. Alors que normalement, il y a une espèce de... Il faut le convaincre, en fait, de te suivre. Pareil, moi, j'ai sauvé Willy à un moment donné. C'est un droïde, Willy, si jamais c'est pas un poisson. Alors, si jamais c'est un cétacé. Et 3, c'est trop. Et oui. Donc, j'ai sauvé Willy et j'ai pas eu besoin C'était pas compliqué parce qu'en fait, Willy est un pote de Lando dans l'univers. Et donc, du coup, il m'a suivi automatiquement. Et c'est vrai que c'est un peu... J'ai pas choisi de sauver Willy, c'est un peu un coup de chance. Mais du coup, c'était un peu double victoire, parce que non seulement je tombe sur le bon gars pour moi, mais en plus, il me suit automatiquement. Et c'est vrai que pour ce que tu dis, là, le côté aléatoire, là, du coup, ça devient un petit peu punitif. Un petit peu. Bon, moi, je trouve que ça raconte quand même bien l'histoire de la saga. C'est vrai. Mais par contre, ça pousse pas tellement à vouloir des histoires alternatives, justement. On a quand même réussi à créer une histoire alternative. Oui, on l'a fait, mais du coup, c'est plus compliqué ou c'est pas forcément très intuitif. Il y aura plus d'embûches si tu suis pas l'histoire, entre gros guillemets. Hein, d'ailleurs, par exemple, on pourrait se dire, toi, tu as suivi une histoire vraiment alternative parce que tu as éliminé Chewbacca, tu as joué Jyn Erso en mode garde du corps tueuse. Mm-hmm. Alors que, donc toi, tu as vraiment vécu une nouvelle histoire. Alors que moi, l'histoire de Lando, elle était géniale. Un grand moment de classe et de panache dans l'espace. Mais, quelque part, ça correspond à ce qu'on connaît de Lando. J'ai fait que suivre le chemin de Lando. Ouais, c'est sa backstory en vrai, quoi. Voilà, exactement. J'ai simplement donné des détails inconnus, mais c'est sa vie, quoi. Ouais, on savait pas que c'était Lando qui avait offert le Rancor à Jabba. Ah, maintenant, on le sait, tu vois. Et puis ça prend tout son sens. Ça prend tout son sens. Alors bon, désolé, mais le Rancor mourra dans quelques années à cause de mais ça, c'est plus mon problème. La marchandise a été livrée. Non, par contre, ça pose une question. Par contre, pour revenir un peu au sujet, ça pose une question qui est la manière de gagner, c'est un système de points, le premier à 10, on l'a dit. Oui. Donc c'est une course au point. On l'a déjà dit, je crois, quand on a parlé de Fallout, le système de course au point, je trouve ça étrange dans un jeu qui se veut narratif. Parce que à un moment donné, tu vas faire des actions qui ne racontent plus rien. Tu vas faire que des actions pour te rapporter des points, de la manière la plus efficace possible. Pas forcément celles qui ont le plus d'intérêt au niveau de la narration, mais simplement celles qui sont le plus rentables, on va dire. Et moi, ça pose la question, est-ce que c'est intéressant d'avoir un système de points dans un jeu qui se veut surtout narratif ? C'est une excellente question. On pourrait penser qu'il y a autre chose. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, avant d'enregistrer. On se disait que peut-être un autre système de fin de partie pourrait être bien. Alors, soit par un système de nombre de tours imposés, et en gros, c'est le plus riche à la fin. Par exemple, des objectifs secrets qu'on pourrait avoir. Ouais. Ça impliquerait beaucoup plus de mécanismes. Plus d'interactions. Plus d'interactions. Ouais, tout à fait. Je te rejoins complètement sur le fait que avoir cette course, ça donne ce moment où, si j'ai tué Chewbacca, c'est parce que je savais que c'était le dernier tour, en gros. Ouais, c'est ça. Et en fait, l'intérêt du jeu, on le voit bien dans ce qu'on a raconté, il n'est pas dans la mécanique, il n'est pas dans j'ai bien joué, tactiquement, j'ai été très fort, j'ai gagné. Il est dans l'histoire qu'on a vécue, c'est ça qu'on va retenir, et c'est ça dont on veut parler aujourd'hui. Donc il n'est pas du tout dans la mécanique de fin de jeu. Et moi j'aurais bien aimé une fin qui nourrisse la narration plutôt qu'une fin qui en fait est une espèce de mécanique ludique un peu abstraite qui ne sert à rien, en fait, qui ne nourrit pas le jeu.
Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, ça me fait penser en fait maintenant au bon point dont je veux parler, c'est que le jeu, il y a une immersion totale. Total. On Ouais. est à chaque instant, on est dans l'espace, on est dans le vaisseau, On on y est. moi, j'étais en hyperespace. Là, Ah ouais, vraiment. complètement. Ouais, complètement. Ça, c'est vraiment, même si l'histoire est pas aussi épique que ce qu'on voit dans les films, Non. Je trouve qu'on n'est pas loin. Ça donne envie d'y rester plus longtemps en fait. Ouais. Ça donne envie de rejouer. Alors après, la rejouabilité est pas ultime parce que c'est toujours le même plateau et puis il n'y a pas non plus des centaines de milliers de cartes. Donc les rencontres, on va les retrouver au bout de 2-3 parties. C'est vrai. Mais en dehors de ça, ça donne vraiment envie d'y rejouer, de tester un autre personnage, De tester vivre une nouvelle histoire, en fait. Exactement, Ah ouais, tout de à fait. vivre une nouvelle histoire. Moi, j'ai joué d'ailleurs plusieurs fois, comme tu le as remarqué. J'ai jamais vu 2 fois la même histoire. Et il y a vraiment ce côté où c'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est de voir qu'est-ce qui va arriver à Lando ou à Han Solo cette fois-là, qui on va tuer ou qui va nous tuer. L'intérêt, il est vraiment là. Il n'est pas à me dire, tiens, je vais essayer de mieux jouer cette fois. Et puis, ou alors, tu peux avoir un objectif. Tu peux essayer de te dire, tiens, je vais essayer, comme tu disais la dernière fois, je vais essayer de tuer tous les gens que j'aime pas dans Star Wars. Ça, c'est un vrai objectif. Il n'y a Ça. pas Jar Jar Binks, si jamais dans le, C'est dans vrai le jeu, il est pas là. Mais s'il était là, je peux te dire qu'il serait une cible. Ouais, c'est possible. Mais du coup, ça pose, je pense, une question très importante. La dernière question qu'on peut poser ce soir, c'est est-ce que vraiment c'est important de gagner dans ce jeu ? Ouais, c'est une très bonne question. Pour moi, la réponse à ça, c'est non. Même si je tiens à dire que encore une fois, j'ai gagné. Ouais, Mais bravo, ouais. Mhm. mais ça, c'est un détail en fait. Oui, de l'histoire, ouais, tout à fait. Ouais. Parce qu'on n'est pas là pour ça. Et c'est pas parce que j'ai gagné que j'aurais envie d'y rejouer, surtout ça. Et même si j'avais perdu, d'ailleurs, j'ai déjà souvent perdu à ce jeu, j'ai quand même beaucoup de plaisir à y rejouer. Et ça pose en effet la question de pourquoi on joue à des jeux. Ça pose cette question très philosophique. Alors, c'est pas nous qui allons y répondre là, comme ça, mais pourquoi on joue à des jeux, en tout cas, pourquoi on joue à ce jeu, c'est clairement parce que c'est l'univers qui est attirant. On se posait la question, est-ce que ça pourrait être dans un autre univers ? Je pense que ça marcherait quand même beaucoup moins bien si c'était pas Star Wars. Certainement. Parce que là, ça raconte quelque chose dans un univers qu'on connaît. Si c'était un univers, même médiéval fantastique par exemple, qu'on connaît pas, qui est inventé de toutes pièces, ben, du coup, on s'attacherait plus au mécanisme, et le mécanisme, il est relativement pauvre. C'est vrai que ça a certainement une influence forte. J'espère un jour qu'on aura l'occasion de tester quelque chose du même genre dans un univers nettement moins connu, voire inconnu. Parce que ça, j'ai encore le doute. Pour moi, la narration d'elle-même, elle nous porte facilement parce que c'est un univers connu, mais elle nous porte de toute façon, puisque c'est ça qu'on cherche dans les jeux. Mais c'est vrai, t'as raison, sûrement que ça a joué une grande part. Et c'est pas grave du tout. Ça Non, en c'est pas fait grave. quand même une réussite. Non, mais ça pose la question de qu'est-ce qui se passerait si c'était pas Star Wars. Je pense que ce qui est intéressant pour l'auteur, c'est aussi il sait, lui, qui fait un jeu Star Wars. Ah oui, il en avait très envie. Il en avait très envie. Je Ouais. pense que ce qui est important, c'est qu'il se soit servi de ça pour justement appauvrir le mécanisme, pour pas que ça prenne toute la place. Ouais. Justement pour laisser la possibilité à la narration. Complètement. Donc, de ce point de vue-là, et par rapport au dos de la boîte qui parlait de traquer des individus, de faire des larcins, etc., c'est exactement ce qu'on a fait. Le dos de la boîte ne nous a pas menti, du tout. Du tout. C'est même, je pense, une des premières fois où il est à ce point-là Où il est aussi fidèle. fidèle, au exactement. jeu. D'ailleurs, même, tu disais au début, le dos de la boîte ne parle pas des mécaniques, mais nous non plus. Et non. Donc, c'est bien la preuve qu'en fait, le dos de la boîte est juste parce qu'il parle du cœur du jeu. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mhm. Ça me paraît être une excellente conclusion. Mais je suis tout à Est-ce fait que tu as d'accord. quelque chose à rajouter, peut-être ? Que la force soit avec toi, Max. Que la force soit avec toi également, Patrice. Et voilà, c'était notre test, notre analyse et la lecture du dos de la boîte de Star Wars Outer Rim. Merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. L'épisode est un peu plus long que d'habitude, mais on a vraiment beaucoup de choses à dire. On avait très envie d'en parler. On a très envie d'en parler. Ça fait un moment qu'on en parle. Et franchement, il y a plein d'autres jeux Star Wars qu'on fera. On espère que vous prenez toujours autant de plaisir à nous écouter. N'hésitez pas à nous mettre des petits 5 étoiles, des petits commentaires sur iTunes. Like and subscribe. Et on vous dit à la prochaine pour une prochaine lecture d'un autre dos de la boîte. Ciao Xenopath. Ciao, Max.